Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour ce Facebook Live sur le harcèlement scolaire. C'est un Facebook Live qui me tient particulièrement à cœur depuis longtemps. J'ai déjà fait dans mon livre Mon enfant pense trop, vous avez tout un chapitre sur le harcèlement scolaire, la phobie scolaire, parce que c'est un sujet qui touche particulièrement ces enfants-là. En voyant les choses se multiplier, et je me suis dit, non, il faut vraiment que je fasse ce Facebook Live, il faut que l'information passe, il faut vraiment qu'on en parle, et qu'on en parle d'une façon qui, moi, me paraît constructive pour que les choses avancent enfin. Donc, j'ai décidé de programmer ce webinaire juste après un nouveau suicide de collégien. C'est un collégien qui a été harcelé à cause de son homosexualité, qui avait 12 ans et qui s'est suicidé à cause de ça. Le temps qu'on le programme et qu'on le fasse aujourd'hui, il y a encore eu un suicide et peut-être même d'autres qui n'ont pas été médiatisés. Et je voulais vous parler ce soir, commencer cette conférence sur l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Gabriel Tay en janvier 2017, qui s'est pendu dans sa chambre, petit garçon américain dans l'Ohio. Et les raisons de son suicide ont été élucidées par les caméras de surveillance, comme si des caméras surveillaient. Et en fait, les images vidéo montrent qu'il a été harcelé 2 jours plus tôt, qu'il a été poussé violemment contre le mur, frappé par les élèves. Ses élèves se sont moqués de lui, ont continué à le frapper alors qu'il était au sol évanoui. L'enfant retrouvé inconscient dans les toilettes a simplement été envoyé à l'infirmerie. La famille n'a été informée de rien. Et je trouve que c'est tellement, j'allais pas dire caricatural, mais tellement standard, c'est tellement ce qui se passe à chaque fois. Et l'article que je lisais à ce moment-là conclut, de son côté, l'école tente de se dédouaner en disant que le protocole a été suivi. Et ça, c'est ce qu'on retrouve à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc je m'étais dit, je vais commencer cette conférence par l'histoire de ce petit Gabriel Tay de 8 ans. Et puis hier sur LinkedIn, je suis tombée sur la photo d'un petit garçon avec tuméfié, avec un œil au beurre noir, des bandages, etc. Et ben, je vais lui dédier cette conférence. Il s'appelle Fares. Il est au collège à Carcassonne et il est handicapé. Ses parents, donc, alors moi je vous dis ce que j'ai lu sur LinkedIn, hein, et après il faudra un truc contradictoire avec ça, mais il y avait la photo de l'enfant, le fait qu'il est au collège de Carcassonne, qui s'appelle Fares et qu'il est dans un collège, que ses parents tirent la sonnette d'alarme depuis je ne sais pas combien de temps auprès de l'établissement en disant il est battu, il est harcelé, faites quelque chose s'il vous plaît. Et puis ben là, il a été poussé dans les escaliers, donc fracture du nez, ouverture de l'arcade sourcilière, je crois qu'il s'est coupé une paupière. Et c'est un élève de l'établissement qui a appelé les parents pour dire votre fils il est en sang et il y a les pompiers qui l'emmènent à l'hôpital avant même que l'établissement ait prévenu. Donc Fares, si tu nous écoutes, je te dédie cette conférence. J'espère que ta cause et mes connaissances vont faire petit à petit avancer les choses et faire que ce qui t'est arrivé ne puisse plus arriver à personne assez vite. Assez vite parce que ça commence vraiment à bien faire, que les adultes ne fassent pas le job, qu'on prenne les problèmes à l'envers, qu'on fasse tout ce qu'il faut finalement pour que les choses s'aggravent. Ça devient exaspérant à croire que le harcèlement est constitutif de notre société et que finalement toute la société est perverse au point d'avoir un discours, nous faisons ce qu'ils font, nous mettons en place des plans, les établissements sont informés, nanana, etc. Alors que dans les faits, tout continue comme avant, comme avant, comme avant. Donc c'est là vraiment la question que je me suis posée, c'est pas possible qu'on prenne les choses à ce point-là à l'envers, que rien ne soit fait, qu'en permanence les choses s'aggravent. Et en plus, il semblerait, et là je plains vraiment les enseignants, donc vraiment, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, ne vous sentez pas mis au pilori par ce que je vais dire, c'est tous les adultes qui sont responsables, c'est toute la société, c'est toute l'institution, et tout le monde est en souffrance dans ce système qui marche à l'envers. Donc ce que j'espère, c'est que les enseignants vont se servir de ce que je dis, non pas pour se sentir accusés, mais pour dire, tiens, j'ai peut-être des solutions pour faire les choses différemment dans mon établissement. C'est en tout cas le souhait que je formule ce soir. Donc depuis le Covid, il semblerait que les choses se soient vraiment aggravées à plein de niveaux.
Vous voyez la crise qu'il y a dans la crise de vocation qu'on peut dire qu'il y a dans l'enseignement, des enseignants qui sont recrutés au lance-pierre, qui sont très peu formés, des gens qui sont fatigués pour la plupart, et puis des enfants qui ont été tellement malmenés par toute la façon dont on a géré le Covid que je pense, vu l'insolence qui a monté, la violence d'insolence qui a monté dans les classes depuis le Covid, que les adultes se sont encore bien discrédités auprès des enfants dans la façon dont ils ont géré tout ça et que les enfants sont en train de perdre confiance en nous les adultes. Donc il est urgent que les adultes reprennent leur place d'adultes et restaurent la confiance avec les enfants en faisant enfin le job. Parce que pour l'instant, pour moi, les adultes ne font pas le job. Alors, d'abord, qu'est-ce qui me fait dire que, je l'ai fait mis dans le descriptif de la conférence, qu'est-ce qui me fait dire qu'on prend le problème à l'envers? Eh bien, c'est que de mon point de vue, on fait exactement tout ce qu'il ne faudrait pas faire si on voulait que ça s'arrête. Alors, je vous explique. Première chose qu'on fait, c'est qu'on veut relativiser, c'est déni, minimisation, comme toujours dans les systèmes pervers. Donc, alors, les arguments sont toujours les mêmes. C'est pas nous, c'est l'autre. Déni et minimisation, ce que les parents entendent, il n'y a pas de cas de harcèlement dans notre établissement quand on vient leur dire justement qu'il y a un cas de harcèlement. On leur dit c'est des taquineries de gamins, votre enfant n'a pas le sens de l'humour. On dit c'est pas du harcèlement, c'est votre enfant qui a des problèmes d'intégration. On dit votre enfant est pas facile à vivre, c'est lui qui provoque son rejet. Ou alors c'est à lui de se défendre. Minimiser, minimiser, relativiser. Il faudra encore combien de suicides pour qu'on arrête d'être dans le déni et la minimisation. Il faudra encore qu'il y ait combien d'enfants en détresse pour qu'on dise ah bah si finalement c'était grave. Pour qu'on commence à s'en rendre compte. Ensuite, l'autre chose qu'il ne faut surtout pas faire en cas de harcèlement, et c'est valide à l'école, mais c'est valide tout au long de la vie, quand il y a un harcèlement, que ce soit dans un couple, dans une entreprise ou à l'école, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire l'autruche et croire que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, parce que les choses ne s'arrangent jamais d'elles-mêmes. Une fois qu'un harcèlement est enclenché, il ne peut que continuer et s'aggraver et s'aggraver et s'aggraver. Toutes les victimes l'ont dit dans mon bureau, j'allais y laisser ma peau. Tellement à un moment donné, le harcèlement arrive à un niveau destructeur. Et donc, croire que ça va s'arranger tout seul, c'est laisser les enfants harcelés aller tout droit au suicide. Donc, non, un harcèlement ne s'arrête jamais, sauf à y mettre fin d'une manière extrêmement vigoureuse. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, par exemple, dans les cas de violence conjugale. Quand la police, la justice fait son travail, la première chose qu'il faut faire, c'est mesure d'éloignement. Défense d'approcher la victime, point barre. Donc, il faut être extrêmement énergique pour arrêter un harcèlement. Et qu'est-ce qui se passe? En général, c'est l'enfant harcelé qui change d'établissement. Le petit pervers en herbe, le petit harceleur, il reste là, bien tranquille. Vous comprenez, les enfants harceleurs, ce sont des enfants qui ont tellement de problèmes. Parce que celui qui est harcelé n'en a pas, évidemment, c'est pas un problème d'être harcelé. Donc, arrêtez de faire l'autruche, les choses ne s'arrêteront pas, il faut vraiment y aller et vigoureusement si on veut stopper les choses. Ce que font aussi souvent les établissements, en croyant bien faire, c'est on va faire une enquête. Donc ils interrogent les uns, ils interrogent les autres. Évidemment, les enfants interrogés minimisent et les faits et leur participation. Non, non, ils n'ont rien fait, on a juste rigolé, etc. Évidemment, ils nient la responsabilité, ils chargent la victime. Ouais, de toute façon, c'est lui qui nous embête et tout. C'est toujours pareil. Les pervers font la même chose en entreprise. C'est jamais le problème, c'est les autres. Et donc, une fois que l'établissement, fier et content de son enquête, a fait un retour aux parents, il fera le retour que je vous ai dit plus haut dans le déni. Il n'y a pas de harcèlement, ce sont des taquineries de gamins. C'est votre enfant qui a des difficultés d'intégration et qui n'a pas le sens de l'humour, etc., etc. Donc, l'enquête, elle va systématiquement mener au déni, à la minimisation et au rien faire. Donc, ça ne sert à rien de faire des enquêtes. Euh, il faut vraiment être très vigoureux et stopper les choses. Autre chose que, de mon point de vue, nous prenons à l'envers, mais ça c'est aussi toujours la même chose dans le monde pervers, c'est de penser que c'est l'enfant qui est responsable de son propre harcèlement et que donc c'est à lui de se défendre. Mais l'idée, elle est répandue dans toute la société que la victime est responsable de son agression.
Si une femme dit qu'elle a été violée, on va lui demander comment elle était habillée et pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait dans ce parking à cette heure-là, quoi. Voilà, c'est la victime de se justifier en permanence. Hein. C'est vraiment systématique, systématique. C'est l'enfant qui est responsable de son harcèlement. Il ne s'intègre pas, il n'a pas le sens de l'humour, il embête les autres, etc. C'est tellement répandu, c'est tellement terrible que moi j'ai juste envie de demander. Donc vous demanderiez à quelqu'un qui a été torturé par un régime totalitaire, de quelle façon il a cherché à se faire torturer alors? Il l'a bien cherché de se faire torturer. Hein, les prisonniers politiques, ils le cherchent à avoir des ennuis. Ils se tiendraient tranquilles, jamais ils seraient embêtés. Ben, c'est exactement le même raisonnement. D'accord? Et comment un enfant harcelé pourrait-il se défendre tout seul face à une meute? Puisque le harcèlement, ça se fait en groupe. Vous avez le meneur, mais vous avez quand même le groupe. Hein. Et donc, un enfant harcelé à l'école ne peut pas se défendre seul. Hein, ceux qui disent, ouais, il a qu'à s'affirmer davantage et tout, il ne peut pas se défendre tout seul. C'est vraiment important. Et comme le harcèlement l'a en plus isolé, fragilisé, il peut encore moins se défendre. Et un enfant n'a pas à se défendre. Il a le droit à la protection des adultes. Comment ça se fait qu'on a oublié ce principe? Comment ça se fait que... Est-ce que c'est parce qu'on n'a nous-mêmes pas été suffisamment protégés par les adultes qu'on croit que c'est aux enfants de se protéger eux-mêmes? Donc, ça fait partie du problème. Nier les choses, minimiser, essayer de rester neutre, hein, faire l'autruche, faire son enquête, etc. Et je reviens sur le fait de rester neutre, ça participe au problème parce que face à un harcèlement, on ne peut pas rester neutre parce qu'il n'y a que deux camps. Il y a le camp du harcelé et le camp du harceleur. Être neutre, c'est être dans le camp du harceleur. Voilà. Et pour moi, tout ça, ça participe à aggraver le problème. Et alors, il y a une autre chose qui me paraît vraiment de nature à aggraver le problème, qui me sidère, mais vraiment, c'est de former des élèves à être des référents, des médiateurs pour gérer les problèmes de harcèlement. Les adultes, alors ils ne sont même plus là, c'est aux élèves de gérer. Dans le cas du suicide du petit enfant de 12 ans qui était harcelé à cause de son homosexualité, il y avait des élèves qui avaient été formés justement hein, pour être référents, pour être des médiateurs, soi-disant l'établissement avait mis en route ce qu'il fallait pour arrêter le harcèlement. Mais comment ces gamins vont survivre au suicide de leur père alors qu'ils étaient, eux, chargés de la responsabilité de le protéger à la place des adultes? Vous vous rendez compte comme c'est grave de demander aux élèves de faire le job à la place des adultes? Et ça, c'est déjà quelque chose qui m'a choqué plus d'une fois, notamment une fois où à la plage, il y avait des super activités de plage qui étaient les activités de premier secours. On apprenait aux enfants les gestes de premier secours. Mais encore une fois, ce n'est pas aux enfants qu'il faut l'apprendre, c'est aux adultes. Tous les adultes devraient se former aux gestes de premier secours. Pourquoi est-ce que sur la plage, il y avait les adultes qui bronzaient tranquilles et les enfants qui apprenaient à faire un massage cardiaque? Vous voyez cette espèce d'inversion. Quand je vous dis qu'on prend les choses à l'envers, de demander aux enfants de faire ce que les adultes ne font pas. Donc il faut que les adultes se forment à la médiation, se forment à la gestion des cas de harcèlement, mais pas qu'on demande à des élèves de l'établissement de se charger de ce boulot. C'est pas le job des enfants. C'est pas le job des enfants. Et donc, ensuite, ce qu'on fait, qui fait que pour moi on prend les choses à l'envers, et c'est le plus grave à mon avis, c'est de laisser un ou plusieurs enfants sans surveillance. Un enfant, ça se surveille et ça s'éduque. Et comment ça se fait qu'on a oublié ça et qu'on ne cherche même plus ni à surveiller nos enfants, ni à les éduquer? Et donc, ce manque de surveillance, il est quand même pourtant évident que des enfants sans surveillance deviennent des fauves. Relisez La guerre des boutons. Relisez La guerre des boutons, c'est une guerre féroce. Et Amélie Nothomb aussi. Alors, j'ai beaucoup aimé, elle en parle dans son roman Le sabotage amoureux. Et là, je préfère la lire parce que c'est tellement bien dit. Elle écrit avec une certaine férocité. La guerre commença en 1972. C'est cette année-là que j'ai compris une vérité immense. Sur Terre, personne n'est indispensable sauf l'ennemi. Sans ennemi, l'être humain est une pauvre chose. Sa vie n'est qu'un accablement de néant et d'ennui.
L'ennemi, c'est le Messie, sa simple existence transforme le sinistre accident qu'est la vie en épopée. Vous voyez comme elle est. Et elle le dit plus loin, elle explique à quel point cette guerre des boutons qu'elle a menée, hein, elle, quand elle était en Chine, elle écrit, attends, il faut que je vous le retrouve, prenez une ribambelle d'enfants de toute nationalité, puisqu'elle était fille de diplomate, enfermez-les ensemble dans un espace exigu et bétonné, laissez-les libres et sans surveillance. Ceux qui supposent que ces gosses se donneront la main avec amitié sont des grands naïfs. Et la violence, donc aussi bien Gilles Pergaud qu'Amélie Nothomb racontent à quel point les enfants peuvent devenir féroces, féroces, en plus scatologiques. Hein. Dans le cas d'Amélie Nothomb, ils faisaient des piscines de pipi, ils allaient tous pisser dans la piscine pour pouvoir y tremper leurs ennemis quand ils les capturaient. Enfin, c'est scatologique, c'est immonde. Comment on peut imaginer une seconde que des enfants sans surveillance vont bien se comporter? Ils sont où les adultes qui font ça? Et là, je voudrais juste qu'on revienne à quelque chose de tout simple. Regardez les mammifères. Est-ce que vous avez déjà vu une maman chatte ou une maman guenon ou une maman ours ne pas surveiller ses petits comme le lait sur le feu? Et est-ce que vous avez remarqué que ces mamans-là éduquent les petits? Elles sont à côté, elles leur apprennent la vie. Quand le chaton griffe trop fort, elles lui mettent une rousse. Hein, et le chaton, il a intérêt à apprendre à doser ses coups. Hein. Donc, donc un enfant, ça s'éduque, ça s'éduque. Et il faut vraiment que les adultes reprennent leur place d'éducateurs. D'ailleurs, il y avait eu une enquête qui avait été faite, et c'est ce que demandaient les collégiens. Ils disaient, adultes, faites juste votre job, cadrez-nous, c'est votre boulot. Les ados le réclament en plus. Voilà, donc pourquoi ça marche à l'envers de mon point de vue? Parce qu'on prend le problème à l'envers en faisant tout ce qu'il faut faire pour que ça s'aggrave, en étant dans le déni, en formant des enfants à s'occuper du problème à notre place et en oubliant de surveiller et d'éduquer nos enfants. Et quand vous voyez surveiller et éduquer les enfants, c'est valide pour les enseignants, mais c'est valide pour les parents aussi. Nous avons en tant que parents éduqué nos enfants à se comporter correctement en société et non pas lui dire, ouais, à la cour, tu te défends, tu leur mets un pain si on t'embête, etc. C'est à nous d'éduquer nos enfants. Voilà. Et ça devient urgent puisqu'on est en perte de crédibilité auprès d'eux depuis le Covid. Alors maintenant, je voudrais vous parler du harcèlement plus précisément. En fait, il y a deux cas de harcèlement. Vous avez le harceleur solitaire et vous avez le harcèlement de groupe. Dans le cas du harceleur solitaire, c'est un enfant qui déverse ses frustrations sur plus faible que lui. C'est l'histoire bien connue de l'employé qui s'est fait disputer par son patron. Donc en rentrant à la maison, il est énervé, il crie sur sa femme énervée donne une claque au gamin qui donne un coup de pied au chien. Chacun évacue ses frustrations sur plus faible que lui. Et je dois vous dire que j'ai failli devenir une harceleuse solitaire. Je vous raconte l'histoire, elle est pas, j'en suis pas fière, j'en ai même encore honte aujourd'hui. Euh, un jour, j'étais en CE2, donc j'avais 7 ans, j'ai commencé à harceler une petite fille. Je me moquais d'elle, je la traitais de chouchoute, je la traitais de bébé, j'étais tout en train de me moquer d'elle. Et en fait, qu'est-ce qu'elle avait, cette petite fille? Elle avait une maman qui venait l'amener à l'école le matin, juste avant l'ouverture des portes. Une maman qui venait la chercher à 16h30, qui venait la chercher à 11h30, qui ne mangeait jamais à la cantine. La maman était au portail tout le temps, lui amenait des goûters délicieux. En plus, moi qui étais fan de viennoiserie, cette gamine avait des viennoiseries tous les 4 heures. Et en fait, sans le savoir, j'étais devenue jalouse de cette petite fille parce que ma mère n'était jamais au portail, parce que moi, je me tapais. J'arrivais avant l'ouverture de l'école. En fait, je vous explique, mon père étant instituteur, moi, j'arrivais avant tout le monde, donc, puisque c'est lui qui ouvrait l'école. Je restais à la cantine, je restais à la garderie, puisque c'est lui qui fermait l'école. Donc moi, 4h30, maman au portail, j'ai jamais connu de ma scolarité, jamais, jamais, jamais. Et ça me faisait rêver l'idée que je pourrais être chez moi, à 16h30 avec ma maman et un goûter, alors que bah non, je me tapais garderie, machin. Voilà. Et donc je me suis mise à jalouser cette petite fille et à moquer d'elle. Et puis un jour, la petite fille, elle me dit, il y a ma maman qui veut te parler. Elle est au portail, ma maman, elle veut te parler. Et donc la maman, elle m'a chopée au portail et de manière très calme mais très ferme, elle m'a dit, maintenant tu arrêtes d'embêter ma fille, sinon je préviens ton père et je préviens l'école. Et moi, mais je vous assure, j'étais pas consciente de mon harcèlement. J'étais pas consciente d'être jalouse. Ça me faisait du bien de me moquer de cette petite fille et de dénigrer
ce qu'elle avait que je n'avais pas. J'ai même pas réalisé. Et c'est quand la maman m'a grondée, et en plus elle m'a grondée fermement, mais calmement, que comme si on m'avait mis un seau d'eau glacée sur la tête, je me suis réveillée. Alors évidemment, je me le suis tenue pour dire, donc je n'ai plus parlé à cette petite fille, donc je lui ai fichu la paix. Et c'est seulement après que j'ai réalisé que j'étais jalouse d'elle. Donc vous voyez que quand les adultes font le job, ça s'arrête net. Et je vais vous raconter, donc dans mon cas, ma carrière de harceleuse a été arrêtée net, et tant mieux pour moi, et tant mieux pour cette petite fille, et merci cette maman. Finalement, la petite fille, elle avait une maman aussi formidable que ce que j'avais imaginé, puisqu'en plus, elle était protectrice et éducatrice, et donc, elle a fait le job, et tout s'est arrêté, tout est rentré dans l'ordre. Et elle s'y est pris suffisamment tôt. Je ne sais pas combien de temps j'ai eu pour harceler cette petite fille. Mais par contre, j'ai eu dans ma clientèle un monsieur qui m'a raconté, et lui, il avait 40 ans au moment où il m'a raconté les faits, comme moi, 7, 8 ans, un peu frustré, un peu énervé. Il y avait un enfant qui était un peu fragile dans son école, et il a pris l'habitude de lui casser la gueule à la sortie de l'école. Ça le défoulait de toutes ses frustrations. Et plus ça allait, plus il tapait fort, et personne ne disait rien. Ils étaient seuls hors de l'école, ils rentraient tous les deux à pied de l'école. Et un jour, il lui a mis un coup de bûche sur la tronche. Le gamin est resté estourbi au milieu du chemin. Lui, du haut de ses 7 ans, il a paniqué, il a détalé, et l'enfant n'est jamais revenu à l'école. Donc il ne sait pas s'il l'a tué, il ne sait pas si l'enfant est débile, il ne sait pas si les parents ont pris la mesure. Lui n'a jamais été inquiété, mais il ne sait pas ce qu'est devenu l'enfant, l'enfant harcelé. Eh bien, je peux vous dire que c'est dur aussi pour un enfant harceleur d'être laissé seul, surtout pour le petit harceleur solitaire qui essaye d'évacuer ses frustrations, d'être laissé seul face à ça. C'est-à-dire qu'à 40 ans, dans mon bureau, il était encore traumatisé, il en pleurait, il avait honte de lui, il était super inquiet, il ne savait pas à quel point il avait fait du mal à cet enfant. En tout cas, il réalisait le mal qu'il lui avait fait quand il l'a laissé estourbi par terre. Donc vous vous rendez compte comme c'est grave de laisser aussi un enfant seul face à ça. Je peux vous dire que cet homme-là, dans mon bureau, il était dans une grande souffrance aussi d'avoir eu l'espace de harceler. Donc à lui aussi, je lui dis, mais où étaient les adultes? Et pour vous recadrer, éduquer, où étaient les adultes pour protéger cet enfant? Ça n'est pas normal que les adultes, à aucun moment, surtout si c'était régulier qui castagnait ce gamin, il y a un moment, un adulte qui aurait dû s'en rendre compte si on avait fait le job. Ça, c'est pour le harcèlement solitaire. Le harcèlement de groupe a une mécanique un petit peu différente. Le harcèlement de groupe se met en route quand il y a un défaut de coordination du groupe, c'est-à-dire s'il y a un défaut de leader charismatique. Normalement, c'est le leader charismatique qui régule le groupe. Et quand un groupe a un leader charismatique, il n'y a aucun harcèlement. Mais si il n'y a pas de leadership et si le groupe est un défaut de management, la régulation du groupe va se faire à travers le harcèlement, ce qu'on appelle la tête de turc, hein, le bouc émissaire, la tête de turc, ou en psy, l'intégrateur négatif. Et donc dans ce cas-là, c'est tout le groupe finalement qui pousse le harceleur à harceler pour réguler toutes les tensions du groupe. Vous voyez à quel point c'est vicieux. C'est-à-dire que des fois, le harceleur, il est même poussé par le groupe parce que ça soulage tout le monde. Et donc, les autres disent, ah, vas-y, vas-y, etc. Et donc, il y a tout le groupe qui s'organise autour. Donc, il y a des cas où le harceleur il est solitaire, mais il y a des cas où c'est tout le groupe qui organise un harcèlement pour s'autoréguler, faute de leader charismatique. Donc, c'est vraiment important aussi, là, qu'on remette en place un leadership charismatique, et ça, ben, le leader charismatique du groupe, la classe, c'est l'instituteur ou le professeur principal. Quand un professeur joue son rôle de leader charismatique, il n'y a plus de place pour le harcèlement. Je vous dirai comment c'est possible de le faire, justement, parce que c'est pas le tout de vous dire il y a qu'à, faut que tu. Autant vous dire aussi comment on s'y prend pour reprendre le leadership d'un groupe de manière positive. Donc ça, c'est le harcèlement de groupe. Donc c'est vraiment aussi intéressant de voir que des fois, le harceleur, il n'avait rien demandé à tout le monde. Il a été un peu désigné par le groupe pour être celui qui harcèle. Vas-y, vas-y, vas-y. Et où il y va pour pas perdre la face, pour pas perdre sa popularité. Mais où à la base, il n'avait pas envie de harceler. C'est terrible quand même. Hein, vous vous rendez compte à quel point c'est terrible. Et puis alors maintenant, le problème, c'est qu'il y a le cyberharcèlement qui s'en mêle.
et qui vient servir de caisse de résonance et de démultiplicateur au harcèlement, où on aurait tendance maintenant aussi, histoire de bien se dédouaner, de dire ah mais c'est les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux, nous les adultes on n'y connaît rien, c'est les jeunes, c'est les jeunes, c'est les jeunes. Non, les cas de cyberharcèlement où le harcèlement vient d'abord du net sont très rares. En général, le harcèlement il commence en présentiel, j'ai envie de dire, à l'école, etc. Et c'est ensuite le cyberharcèlement, c'est une caisse de résonance de ce qui se passe à l'école. Donc, ben effectivement, moi je suis pour que les enfants aient accès aux réseaux sociaux le plus tard possible. Je suis pour que y ait les contrôles parentaux, que les parents aillent voir ce que les enfants publient sur leur Facebook. Alors, souvent, les parents n'osent pas, ben, c'est sa vie privée et tout. Oui, oui, non, les réseaux sociaux, ils seront privés quand il aura 18 ans. Moi, jusqu'à 18 ans, je suis responsable de ce que tu écris et de ce que tu lis sur Internet. Reprenons aussi notre place d'adulte. Il faut vraiment s'y intéresser de près. Vous êtes légitime à aller voir ce qu'ils échangent sur Internet, ce qu'ils postent sur Internet. Et puis, vous avez aussi un devoir à éduquer de deux façons. Expliquer à votre enfant que tout ce qu'il publie sur Internet, c'est exactement comme s'il le mettait au milieu de la place du village. Il n'y a rien de privé sur Internet, qu'on se le dise. Même si je crois avoir mis des filtres pour que ce soit que trois copains qui aient l'information, rien du tout. Dès que c'est sur le net, c'est accessible à tous. Il n'y a pas de protection, c'est pas vrai. Et donc de prévenir que tout ce qu'ils mettent sur Internet, etc. Et puis faire un énorme travail de prévention aussi par rapport au revenge porn. Les adolescents n'ont pas à mettre des photos d'eux dénudés sur Internet. Hein. Tant qu'ils n'ont pas 18 ans, il faut vraiment que les parents leur disent non, avant 18 ans, je t'interdis même si tu as un petit copain qui te le demande, même si c'est un défi, je t'interdis de mettre des photos de toi dénudée sur Internet. Ça aussi, c'est notre job de parents d'interdire ça. Et non, on n'est pas des parents coincés. Euh, c'est terrible pour une jeune fille qui a accepté de montrer ses petits seins naissants à son copain et de faire une photo, de voir tout l'établissement être au courant, quoi. Donc, il faut vraiment prévenir, expliquer ça aux enfants. Et alors, je sais que dans certains coins, je ne sais pas si c'est vrai partout, il y a des gendarmes qui viennent expliquer comment on utilise les réseaux Internet dans les établissements scolaires. Essayez de voir si votre enfant a eu droit à cette information. Essayez de voir si la gendarmerie à côté de chez vous fait ce genre d'information. J'ai eu le cas dans ma clientèle. Ben là, le cas était le classique. La maman voulait interdire les réseaux sociaux. Le père manipulateur s'est empressé d'acheter des iPhones à dernier prix aux enfants refusait de mettre des codes parentaux dessus, etc. Et donc la gendarmerie a dit à la maman, bah, écoutez, venez avec le téléphone et votre fille et on va lui expliquer les choses. Et là, c'est les gendarmes qui ont expliqué, c'est pas la maman. Les gendarmes ils ont dit, voilà, ton père, il te met en danger pour ci, pour ça, pour ça. Toi, en faisant ça sur les réseaux, tu risques ça. Donc, pam, pam, pam. La gamine est ressortie furieuse après sa mère, mais informée. Voilà. Donc, il faut vraiment, c'est notre boulot d'adulte pour le cyberharcèlement, de faire un énorme travail aussi pour, euh, pour permettre aux enfants de savoir à quoi ils s'exposent et que non, on n'est pas des vieux cons quand on dit pas de téléphone avant tel âge et pas de Facebook avant tel âge. Et si on le fait, c'est qu'on a des raisons. Voilà, alors ça c'était le problème. Vous me connaissez, pas de problème que des solutions. Donc maintenant on va aborder l'aspect solution. Donc le plan anti-harcèlement que je vous propose, c'est ni de protéger les victimes. Je propose quand même de sanctionner les harceleurs, ça, il faut les recadrer et les éduquer. Mais la meilleure façon d'empêcher un harcèlement, c'est de reprendre le leadership du groupe classe. Et là, c'est le boulot de l'enseignant. Et effectivement, ça serait bien qu'on forme les enseignants au leadership, au management, etc. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire aux enfants, asseyez-vous, prenez votre cahier de texte. Il y a tout un management à mettre en route. Malheureusement, ça complique beaucoup la tâche des enseignants. Donc, prendre le leadership d'un groupe, c'est moins compliqué que ce que vous pensez.
Et c'est vrai que vous pourriez demander des formations au management, ça pourrait toujours vous servir. Si l'éducation nationale veut bien vous payer le stage, c'est toujours bon à savoir. Alors, comment on prend le leadership d'un groupe? Eh bien, on organise des cercles de parole réguliers pour vérifier que tout va bien dans la classe. Et c'est très simple à mettre en place, je vous assure, c'est vraiment très simple. D'abord, on met les chaises en cercle, hein. C'est pas les uns derrière les autres, on met on fait un cercle de parole, vraiment. Donc tout le monde en cercle et l'enseignant dans le cercle. Et on utilise le bâton de parole, qui est un des moyens les plus sages et les plus ancestraux que je connaisse de réguler un groupe. Le bâton de parole, c'était utilisé par les Amérindiens, dans plein de tribus primitives. On utilise le bâton de parole. Le bâton de parole, on le donne à celui qui a des choses à dire et qui a des choses à dire au groupe. D'accord? Et tant qu'il tient le bâton de parole, on ne lui coupe pas la parole. Mais cette parole qu'il prend, il faut aussi l'éduquer. C'est-à-dire que quand je prends le bâton de parole, c'est pas pour dénoncer, accuser, etc. C'est pour parler de mon ressenti. Et je ne parle pas toi, 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 je parle au centre du cercle. Voilà ce que j'ai à poser dans ce groupe de parole. Je ressens, j'ai besoin, quand il se passe ces choses-là, j'ai ça, etc. Ça veut dire qu'il faut aussi faire une espèce de préalable, de vérifier que celui qui prend le bâton de parole n'en profite pas pour en remettre une couche aux autres en disant ouais, Quentin, il fait que m'embêter, etc. Hein. C'est moi, je ressens, quand le groupe me fait vivre ça, voilà ce que je ressens, c'est vraiment, on parle comme ça. Et alors, le bâton de parole et l'écoute, ça restaure quoi? Ça restaure l'intelligence émotionnelle du groupe. Donc moi, j'encourage aussi tous les enseignants à faire un cours sur la gestion des émotions aux enfants. Vous avez le dessin animé vice-versa, qui peut être une base. Vous faites visionner le dessin animé aux élèves et après vous organisez un groupe de parole là-dessus. Ou bien il y a mon petit bouquin Émotions, mode d'emploi, qui est très simple, très concret, dont vous pouvez vous inspirer pour apprendre aux enfants que des émotions, il n'y en a pas 10 000, il y en a 4. La joie, la colère, la tristesse, la peur. Il y a deux autres émotions qui sont des émotions de socialisation qui sont euh, la honte et la culpabilité. Et une dernière émotion que nous détestons toutes, qui est la frustration. Hein, chaque fois que je me sens impuissant, qu'on me dit non et tout, je ressens de la frustration. Et c'est cette émotion-là qui mène à la violence. C'est pas la colère qui mène à la violence, c'est la frustration mal gérée. Je fais une distinction entre la colère et la rage. La colère, c'est constructif, hein, quand je suis dans la colère, je suis dans mon pouvoir personnel, ça suffit, je ne vous permets pas la colère, ça sert à me faire respecter. Quand je suis en rage, je suis confrontée à mon impuissance et à ma frustration et à mon incapacité à gérer la frustration. Donc rage et colère, puissance, rage, impuissance. Si vous faites la distinction entre les deux, vous apprenez à gérer votre frustration. Donc vous voyez, c'est très simple. 4 émotions naturelles plus la frustration, 2 émotions de socialisation, honte et culpabilité. Et avec ça, déjà, vos élèves, ils se débrouillent. Ils peuvent déjà faire beaucoup de choses. Les parents aussi peuvent faire le job d'apprendre les émotions aux enfants exactement de la même façon. Le dessin animé vice-versa ou un livre sur les émotions, il y en a plein, il n'y a pas que le mien. Et on parle des émotions, on apprend à gérer ses émotions. Et donc, quand il y a régulièrement, peut-être une fois par mois, une réunion groupe classe avec le prof principal, un cercle de parole, avec un bâton de parole, et des élèves qui savent exprimer leurs émotions, je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens de la frustration, j'aurais besoin, j'aurais envie, etc. Le langage non violent, voilà ce dont j'aurais besoin. Et que l'intelligence émotionnelle du groupe se met en place, et bien du coup, les meneurs du groupe deviennent eux aussi charismatiques et bienveillants parce que ce qui se met en route, c'est l'empathie, tout simplement. L'intelligence émotionnelle, c'est l'empathie, la capacité à réaliser ce que les autres vivent au lieu de dire dans le déni, c'est pas vrai, il se plaint pour rien, etc. Et donc, quand on sait mener un groupe classe, quand on sait mettre son groupe dans ses énergies de groupe sain, il n'y a plus d'espace pour le harcèlement. Et ça, je le vois aussi en entreprise ou dans des associations et autres. Quand le groupe est sain, les pervers n'ont plus l'espace de harceler.
Donc les harceleurs solitaires, dans ce cas-là, ils sont éjectés comme des mauvaises graines du groupe. Et les harceleurs groupaux se régulent autrement, avec bienveillance et avec empathie, gentillesse, etc. Et ça fait des chouettes groupes. Donc si ça vous intéresse aussi, il y a un très bon livre de Frédéric Lenoir aux éditions Albin Michel qui s'appelle Philosopher et méditer avec les enfants. Tout ça, c'est des pistes pour réguler un groupe classe, pour apprendre. Mais franchement, le bâton de parole, hein, et l'intelligence émotionnelle, c'est très très facile à restaurer. Et à partir de là, les adultes font les jobs. S'ils prennent le leadership du groupe et qu'ils enseignent l'empathie et la prise de parole respectueuse aux enfants, ils font le job. Moi, je rêve d'un monde où tous les adultes cesseront de se renvoyer la balle mutuellement en disant « Ah, mais on a déjà mis en place un plan anti-harcèlement, ah, mais votre enfant n'est pas un, etc. » Que tous les adultes, hein, donc pas que les écoles, que les juges, les policiers, les parents, que tous les adultes se sentiront collectivement responsables de la sécurité des enfants, que dès qu'un autre enfant tabasse un enfant, on interrompt, on ne dit pas il faut qu'il apprenne à se défendre, on interrompt, qu'ils se sentent tous collectivement responsables d'enseigner les comportements civilisés à tous les enfants, même aux enfants des autres, comme l'a si bien fait cette maman qui m'a chopé au portail et qui m'a dit « Ce que tu fais, ça se fait pas. J'étais pas sa fille, mais elle m'a éduquée. » Et de ne jamais cautionner un comportement déviant. Voilà, quand on en sera là, les adultes auront fait le job. Et puis, pour les cas de harcèlement, mettre en place, comme pour les violences conjugales, comme pour le harcèlement en entreprise, comme tous les cas de harcèlement qui commencent à la grande section de maternelle et qui vont ensuite jusqu'aux maisons de retraite, dans tous les cas de harcèlement, il faudrait mettre en place une tolérance zéro. Une tolérance zéro. La carrière des harceleurs, elle doit être stoppée net dès l'école primaire. C'est dès l'école primaire qu'il faut apprendre à bien se comporter. Et moi, je remercie beaucoup cette maman de s'être occupée de mon cas. Vraiment. Elle a fait le job et je lui dois une immense gratitude. Alors, pourquoi c'est aussi si important pour moi de vous parler de harcèlement? Eh bien, je vais vous donner déjà les chiffres, comme ça va vous donner une idée. 20% des élèves subissent des moqueries. 17% des élèves sont fréquemment frappés par leurs camarades. 17% d'enfants frappés par les camarades. 14% ont subi au moins un, voire plusieurs déshabillages forcés. Et il n'y aurait que 7% qui subiraient des injures racistes. Ça m'étonne. À mon avis, il y a plus que ça. Mais peut-être que soit les enfants racisés ne s'en rendent pas suffisamment compte pour le dénoncer, soit ils ont trop honte pour le dénoncer. 7% d'injures racistes, ça me paraît trop peu. Mais quand même, vous voyez, 20% de moqueries, 17% de violences physiques, 14% de déshabillage, ça fait quand même beaucoup. Et qui sont les enfants? Les 10%, alors dans les écoles on dit 10%, moi je considère qu'à partir du moment où il y a 20% de moqueries et 17% de coups, on est au-delà des 10% des élèves harcelés. Mais qui sont prioritairement les élèves harcelés? Eh bien je vous le donne en mille, ce sont les élèves intelligents et les élèves différents. On est dans une société qui a la haine de l'intelligence. Ce sont les bons élèves qui se font harceler. Là, je vous renvoie à un autre livre, c'est La fabrique du crétin de Jean-Claude Brigelli, qui dénonce le fait que ce sont des brutes à front bas qui harcèlent les élèves brillants. Donc, qui sont les élèves harcelés? Les élèves intelligents. On est dans notre pays avec une haine de l'intelligence énorme, et les élèves différents. Et qui sont différents? Les petits pensent trop, les enfants handicapés, voilà, les hypersensibles. Dès qu'un enfant est différent, il se fait harceler. Donc là aussi, ce serait aux adultes de rééduquer les enfants à féliciter l'intelligence plutôt que de la combattre, hein, applaudir l'intelligence et la modéliser plutôt que de dire hein, tous nuls et tous en bas, et d'apprendre aussi aux élèves à ne plus avoir la haine de la différence. Ça, c'est le boulot des adultes. Apprendre aux enfants à ne plus avoir la haine de l'intelligence et de la différence, c'est le boulot des adultes. Et à mon avis, c'est actuellement plutôt l'inverse. Quand je vous disais on prend le problème à l'envers,
Ce sont les adultes qui apprennent aux enfants à avoir la haine de l'intelligence et de la réussite et la haine de la différence. Euh, c'est honteux quelquefois. J'avais vu passer sur Internet un post d'un papa désespéré. Son fils n'était pas, de son fils de 4 ans, était le seul de la classe à ne pas avoir été invité à l'anniversaire d'un des petits copains de classe. Pourquoi? Il était en chaise roulante. C'est minable, c'est minable. Nous, les adultes, en cautionnant ça, on est minable. C'est tous les parents de la classe qui auraient dû faire la leçon aux parents qui a refusé de l'inviter sur est-ce qu'il était en chaise roulante. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi, parce qu'on dit 10% des élèves sont harcelés. À mon avis, c'est plus. Mais moi, dans ma pratique de thérapeute, c'est pas 10%, c'est 100% de mes pense-trop qui ont été harcelés à l'école. 100% des pense-trop qui ont été harcelés à l'école. Des fois, ils s'en rendent même pas compte. Ils disent, ouais, c'est vrai, ils me tapaient souvent et tout. Je dis, comment ça s'appelle ça? Et si vous le voyez faire aujourd'hui, ah oui, vous avez raison, si je le voyais faire aujourd'hui, je dirais que c'est du harcèlement. Pour soi, on s'en est pas rendu compte. On est tellement habitué à ce que c'est nous qui avons un problème d'intégration, c'est nous qui n'avons pas le sens de l'humour, c'est nous qui nous mettons le gros pas d'eau, bien sûr, hein, qu'on réalise même plus que c'est du harcèlement et qu'on l'a pas mérité. 100% de mes pense-trop dans mon cabinet ont été harcelés. Donc, pourquoi ça me touche tant le harcèlement? C'est que moi, des histoires de harcèlement, j'en ai plein mon cabinet. Et donc, pour conclure cette conférence, je voudrais faire un gros câlin, un gros bisou à Fares, en espérant qu'il va vite se remettre de ce qui lui est arrivé et que son cas va finalement ouvrir les yeux de tous ces adultes qui n'avaient pas voulu voir le problème et que dans son collège, il y a des prises de conscience qui vont se faire en cascade. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour avoir été là ce soir. Euh, j'ai fini mon exposé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu vos questions, vos remarques. Alors, Marion, ce qui est compliqué, c'est de savoir si nos enfants sont harcelés. Bien vu, tu as raison, je n'ai pas abordé ça et c'est hyper important. Comment savoir si nos enfants sont harcelés? Eh ben, ils commencent à mettre en place des trucs d'évitement. Ils veulent plus aller, par exemple, à l'école le mardi parce que justement il y a un cours de sport et qu'ils se font baisser le pantalon. Ou bien ils veulent plus aller à l'école en bus. Ou bien ils commencent à avoir mal au ventre. Ils commencent à déprimer. Et donc, dès qu'ils commencent à dire la vie, ça vaut pas la peine d'être vécue, l'école, c'est nul ou des choses comme ça, au lieu de lui dire si, si, la vie, ça vaut la peine d'être vécue, et il vaut mieux lui dire qu'est-ce qui te fait dire ça. Pourquoi tu dis que l'école c'est nul, qu'est-ce qui se passe à l'école, faites-les parler, ils demandent que ça, mais c'est nous qui n'entendons pas, c'est nous qui n'entendons pas. Donc, dès que votre enfant dit c'est nul l'école, ou je veux pas aller mardi je veux pas aller à l'école, qu'est-ce qui se passe à l'école? Faites-les parler, faites-les parler. Alors, les petits points, moi je suis pas tellement d'accord avec les travaux d'Emmanuel Piquet. Moi je suis pas tellement d'accord avec elle. Notamment son livre Te laisse pas faire, parce qu'elle dit, voilà, quand les adultes s'en mêlent, c'est pire. Il faut aussi à l'enfant d'apprendre à répliquer, etc. Et elle donne des exemples que je trouve assez tordus, comme l'exemple de ce petit garçon jour bandit qui se faisait mordre les joues à la crèche et qu'ils ont appris à l'enfant à rugir comme un tigre pour faire fuir la petite fille qui le mordait. L'idée de dire à la petite fille que ça se fait pas de mordre, visiblement, c'est pas venu au tati de la crèche, quoi. Et un enfant qui se fait mordre à la crèche, c'est pas de sa faute s'il a des joues rebondies, c'est pas, hein, presque c'était présenté comme c'était de sa faute s'il avait des joues appétissantes. Donc moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup d'inversions. Il y a aussi des vidéos aussi sur le net où ils montrent comment avoir de la répartie et tout. Donc c'est brillant. Le mec il montre comment on peut clore le bec à quelqu'un. Et puis à la fin de la vidéo, il dit ouais, mais si par contre on vous tape, alors c'est plus juste ça, il faut prévenir les autorités. Ben voilà, ben, en général, le harcèlement il tape aussi. Donc les travaux d'Emmanuel Piquet, moi je suis très partagée dessus, vraiment. Voilà. Est-ce qu'on peut compter sur les enseignants ou le directeur? Si on ne peut pas compter, eh ben, en général, on ne peut pas compter, hein. Moi, j'ai eu des cas en France. Voilà. Je vous donne un exemple. En France, lors d'un procès à un établissement scolaire, il s'est plaint de la médiatisation excessive du suicide d'un de ses élèves. Hein. Voilà. Médiatisation excessive d'un suicide. C'est délicat, hein, c'est fin.
Dans un autre cas de harcèlement, la directrice d'école s'estimait, au nom de toute la communauté éducative, profondément surprise et choquée par les propos rapportés qui ne correspondaient pas à la réalité vécue en interne. C'est-à-dire, pour elle, les faits ne correspondaient pas à sa réalité, quoi. Donc il y a quand même des tas de cas. C'est vrai que je trouve en général les établissements scolaires plus occupés à se couvrir, hein, comme l'établissement américain, le protocole a été respecté, plutôt qu'à être dans la compassion et dans l'auto-questionnement quand il y a des suicides. Euh, j'ai eu le cas, hein, une fois où mon fils a été harcelé. Réaction du directeur d'école, enfin il n'avait pas été harcelé, il avait été tabassé, il a été alité pendant 2 jours. Réaction du directeur d'école. Ah bah ça s'est passé pendant la cantine, c'est pas nous qui sommes responsables et en plus votre fils il ment et il exagère. Le gamin il était couché alité, il s'était fait pris tellement des coups de poing dans le ventre qu'il en avait mal jusque dans le dos. Le médecin avait dit putain ils sont pas allés avec le dos de la cuillère. Mais pour le directeur de l'école, mon fils mentait. De toute façon c'était pas un mot de compassion, pas comment il va, rien. C'est hyper choquant hein, la façon dont les établissements scolaires gèrent le truc. Alors, je dis pas, j'espère qu'il y a des établissements scolaires qui font le job, mais c'est pas ma réalité, hein, c'est pas ce que je vois, c'est pas ce qu'on me rapporte. Donc il est urgent que les, euh, que les adultes se retroussent les manches tous. On est tous, quand un enfant se suicide, on est tous co-responsables. On ne peut pas dire c'est la faute à tel élève, on ne peut pas dire tout le monde est responsable. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné plein de clés pour gérer le harcèlement scolaire et puis qu'à l'avenir, on va prendre les choses à l'endroit, c'est-à-dire reprendre notre place d'adulte, surveiller, éduquer nos enfants et reprendre le leadership des groupes qui sont sous notre responsabilité. Voilà. Donc un gros bisou à Fares et puis voilà, un gros câlin à tous ceux qui ont vécu du harcèlement à l'école, à tous les penstros qui m'ont raconté les horreurs qu'ils ont vécues. Et en espérant qu'un jour tout ça s'inverse et qu'on puisse aller à l'école sans avoir mal au ventre. Là aussi, les enseignants et les chefs d'établissement devraient dire, ça n'est pas normal qu'un gosse vienne dans mon établissement avec la peur au ventre. C'est pas normal. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite la possibilité de mettre tout ça en application et que le message circule et que beaucoup de cercles de parole se créent dans les établissements scolaires. Et puis vous pouvez parler de ça avec vos enfants aussi pour que leur dire qu'il y a une vie après le harcèlement et qu'il vaut mieux en parler et qu'on déménage et qu'on change d'établissement plutôt que de les retrouver un matin pendus dans les bouts d'une corde dans leur chambre à coucher. Voilà, gros bisous à tous. Bon courage à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être sur un sujet moins lourd. Je vais réfléchir à vous proposer des vidéos un peu plus légères. Bonne soirée!